Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Véronique Allois du département commercial de CIPE. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Monsieur Morillas, notre collaborateur à Madrid. Bonjour Monsieur Morillas. Bonjour à tous, bonjour Véronique. Eh bien, tout juste vous dire que cette présentation va être en référence à CIPE 3D. Le logiciel calcul de charpente métallique, CIPE Connect et Strubing Steel. Donc, à travers ce webinaire, nous allons vous présenter le flux de travail à partir d'un ouvrage dans CIPE 3D. On va passer par l'édition des assemblages complexes dans CIPE Connect et à la fin, on va finir par le détail de structure en acier dans Strubing Steel. Vous dire que nous sommes en train d'enregistrer cette session. Donc, tout à l'heure, je vais vous mettre à tout le monde mon mail si jamais vous avez besoin de cet enregistrement. Eh bien, voilà, Monsieur Morillas, on peut commencer la présentation. On enlève les caméras et comme ça, l'écran sera beaucoup plus grand. Et je vous laisse la parole. Merci. Merci Véronique, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui chargé de vous présenter 3 programmes qui sont CIPE 3D, CIPE Connect et Strubing Steel. Et pour cela, nous allons le faire à travers la modélisation d'une passerelle. Présenter les programmes, certes, mais surtout en insistant sur le flux de travail, puisque nous allons imaginer que c'est un projet de votre bureau d'études pour lequel vous devez démarrer par une modélisation et terminer en ayant des plans d'exécution complets pour pouvoir présenter au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage. Alors voilà quels sont les objectifs de cette présentation. Alors je vais vous présenter la passerelle puisqu'elle existe. Cette passerelle est celle-ci. Alors vous voyez que c'est une passerelle composée par 2 portiques en treillis. La portée entre poteaux est de 18 mètres. Le tablier se situe à 5 mètres de hauteur par rapport au sol et l'espace entre, la largeur de passage, c'est-à-dire la distance entre chaque portique, est de 2 mètres. Et c'est donc avec cette passerelle piétonne que nous allons présenter les 3 programmes et le flux de travail. Et pour cela, je vais devoir commencer par CIPE 3D, puisque CIPE 3D est le programme qui va alimenter les 2 autres. Alors ici, vous avez l'accès à CIPE 3D parmi la mosaïque de programmes de CIPE Ingénieur. Et nous allons commencer par créer un chantier. Alors ici, je vais l'appeler par exemple passerelle piétonne. Le programme va me proposer 2 chemins qui sont au début différents, mais qui après se rejoignent. C'est-à-dire, si j'ai un IFC et j'y ai consacré du temps, je peux en tirer parti maintenant en introduisant le IFC et j'aurai ma modélisation déjà réalisée. Par contre, dans un souci de présentation, je vais travailler avec ouvrage vide, ce qui va me permettre de paramétrer mon ouvrage en déclarant les normes. Je vais pouvoir choisir la norme qui m'intéresse pour les matériaux, aussi bien béton, acier, bois. Alors vous voyez qu'ici, vous avez une multitude de normes. Ici, je vais choisir l'Eurocode sans particularité, c'est-à-dire l'Eurocode de l'Union, pour tous les matériaux. Parce que j'ai choisi l'Eurocode, le programme va me demander de préciser les catégories d'utilisation. Alors, s'agissant d'une passerelle, je vais choisir la catégorie F pour un poids de véhicule inférieur à 30 kN. Je vais devoir, à partir de maintenant, préciser les matériaux. Alors, pour l'acier, je vais prendre du S275, S275 pour l'acier formé à froid, et je devrais faire les mêmes choses pour le bois, l'aluminium. Même si je n'en ai pas, c'est pas très grave, vous pouvez le laisser par défaut. Alors ici, ce qui m'intéresse, c'est faire une petite parenthèse sur les actions sismiques, puisque ici, vous avez toute une mosaïque de pays qui ont dans leur
code de calcul la nécessité de se préoccuper de l'action sismique. Vous avez ici la France, par exemple, l'Algérie, le Maroc, la Belgique, et ici, je vais laisser l'Eurocode 8 pour l'Union européenne. Et il s'agirait ici de personnaliser, en fait, en fonction de l'ouvrage que vous avez. Alors, un autre thème important sont les combinaisons. Alors, même si cette fenêtre est une formalité, puisqu'il suffirait de l'accepter, il m'est intéressant de vous présenter ce que fait le programme. C'est-à-dire que les états limites ultimes sont générés par le programme et chaque situation va être ajustée avec les coefficients partiels de sécurité et les coefficients de combinaison des actions. Alors, toutes ces coefficients, le programme les gère, évidemment, mais c'est surtout ce qui est très intéressant lorsque nous allons basculer toute l'information sur CP-Connect. Tout ça sera déjà généré et vous allez pouvoir calculer vos nœuds avec des cas de charge qui viennent de CP3D. Alors, ce que je dois absolument faire, c'est présenter les hypothèses additionnelles. Le programme travaille évidemment avec un poids propre. Il me reste à présenter les charges permanentes. Alors, je vais dire que j'en ai une, que je vais appeler G1 par défaut. Je vais dire aussi que j'ai une charge d'exploitation, Q1. Alors, je pourrais en générer autant que je voudrais. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Je vais générer deux vents. Alors, un vent V1 pour simuler la surpression et un vent V2 pour simuler la sous-pression. Vous voyez que les vents ne sont pas combinables, donc c'est parfait. Après, quelles sont leurs valeurs et où est-ce que je dois présenter ces actions? Je le verrai dans une deuxième étape lorsque ma géométrie sera introduite. Là, pour l'instant, comme vous voyez, je pourrais également me préoccuper de la neige, si j'ai une poussée du terrain, enfin, les actions que vous voyez ici à l'écran. Une fois que cette fenêtre a été paramétrée, je peux l'accepter et j'arrive à une zone de travail où je n'ai rien. Alors, je n'ai rien parce qu'au début, j'ai choisi de ne pas travailler avec un IFC. Si j'avais décidé de travailler avec, ici, j'aurais toute ma structure déjà modélisée. Alors, ne pas avoir un IFC, ça peut arriver. Par contre, ne rien avoir du tout et utiliser un programme de calcul comme un programme de dessin, c'est quand même assez rare. Alors, dans cette optique, le programme vous permet d'importer des fichiers au format DXF et DWG que vous auriez déjà réalisé, par exemple, sur AutoCAD. Alors, c'est ce que je vous ai préparé. Ici, j'ai préparé un DWG qui est celui-ci. Alors ici, j'ai juste dessiné un portique pour justement donner un peu de consistance à la présentation et de vous montrer surtout tout ce que peut faire le programme. Mais si vous aviez une structure beaucoup plus complexe, le programme la digère et il n'y a aucun souci. Il suffirait de cliquer sur les calques que vous voulez importer et d'accepter. Alors voilà mon portique. Je vais activer les lignes secondaires qui me seront très pratiques. Voilà le portique que j'ai importé. Le programme m'offre une batterie d'outils qui permettent de tourner, de faire des symétries. Ici, ce qui m'intéresse, c'est que je vais copier. Alors, je vais copier les nœuds et les barres. Et je vais le déplacer de 2 mètres, puisque c'était la largeur de passage que nous avions lorsque je vous ai présenté la structure sur Google Maps. Alors voilà, j'ai mon premier portique d'origine, j'ai mon deuxième que j'ai copié. Il me manquerait de tracer les barres du tablier. Alors, ce que je peux faire, c'est travailler en 3D, il n'y a aucun problème, mais surtout, ce qui m'intéresse ici, c'est de créer une batterie de fenêtres qui vont me permettre de travailler en 2D. Alors, je peux travailler soit avec des plans perpendiculaires aux axes, soit travailler en choisissant 3 points non alignés. Et là, par exemple, je vais définir mon premier portique, qui est le portique 1. Voilà.
Je reviens à la 3D et je recommence. Je vais définir mon portique 2. Et un autre pour le tablier. Voilà. Et puis, une vue en mosaïque nous permettra d'avoir toutes les fenêtres créées. Alors maintenant, le jeu va être de terminer la structure, puisque il me manque ici les barres du tablier. Alors pour cela, je vais à barre, nouvelle. Cette fenêtre, je vais l'expliquer dans quelques secondes. C'est une fenêtre qui s'ouvre par défaut chaque fois que je vais créer une barre, et par défaut, le programme me propose un IPE 80. Après, tout ceci peut se gérer, mais disons que mon objectif ici est de terminer la géométrie. Et si vous aviez une structure plus complexe et vous souhaiteriez dessiner avec CP 3D, vous feriez exactement ce que je suis en train de faire actuellement. Donc voilà, en 3D, voilà ce que j'ai fait. J'ai ma structure avec les barres positionnées, donc j'ai déjà fait une grande partie de mon travail. Après, il s'agit de présenter les différentes, de présenter les nœuds, de présenter les barres, de les décrire et de présenter les charges. Et c'est ce que nous allons faire. Sur le menu nœuds, je vais aller présenter les liaisons extérieures. Et pour les 3 appuis au sol, vous voyez qu'ici, je peux présenter une des liaisons extérieures. Elles y sont toutes. Moi, je vais prendre un encastrement. Et voilà. Alors, le jeu maintenant serait de définir les profilés des poteaux, des diagonales, des montants, des cordons, etc. Alors, comme je ne veux pas faire le travail X fois, je vais regrouper. En groupant mes barres, je vais donc les définir une fois et elles seront, et la définition sera efficace pour toutes les barres regroupées. Alors, je vais ici travailler avec une mosaïque. Alors, j'ai regroupé les poteaux et je vais maintenant regrouper les barres du tablier. Je vais regrouper pour le portique 1 les cordons et les montants. Et je vais également regrouper les diagonales. Alors pour le portique 2, je vais faire de la même chose. Là, c'est fait. Alors exprès, je ne vais pas regrouper les portiques entre eux. C'est-à-dire que, vous le verrez dans quelques instants, je vais, pour le portique 1, déclarer des HB, et pour le portique 2, je vais déclarer des profilés creux rectangulaires qui me permettront de donner plus de jeu lorsque je basculerai toute l'information à CP Connect pour calculer les assemblages. Mais disons que, je vais juste vérifier si tout est bon. Oui, tout a été regroupé. Bien, maintenant, je vais définir les barres. En barre, décrire, et pour les poteaux, voilà, ceci est la fenêtre qui apparaissait par défaut lorsque je vous ai dit, je vous la présenterai dans quelques secondes, c'est exactement celle-ci. Le programme me permet de choisir le matériau. Une fois le matériau choisi, je peux choisir le profilé. Et une fois le profilé choisi, eh bien, je n'ai plus qu'à choisir celui qui m'intéresse le plus. Alors pour les poteaux, je vais prendre un HB 300. J'accepte, ils sont là. Alors vous voyez que l'orientation des HB n'est pas celle que je souhaite. En tout cas, c'est pas très, enfin, ça serait plus logique que ce soit dans le sens du portique. Alors je vais à barre, décrire position, et cette fois, je vais prendre mes poteaux et je ne vais pas accepter l'orientation qui vient par défaut à 0 degré, mais je vais accepter celle à 90. Je pourrais également choisir un angle si cela était plus approprié à mon projet et également des déplacements.
Mais ici, 90 degrés est satisfaisant pour mon projet. Les poteaux ont été tournés. Parfait. Et je continue. Je vais décrire, par exemple, les barres du tablier. Je vais choisir un IPN 120. Voilà, elles ont toutes été ajustées. Par exemple, pour ce portique, c'est-à-dire le cordon, enfin les deux cordons et les deux montants, je vais choisir un HB et je vais choisir un HB 200. Et pour la diagonale, je vais choisir un HB 100. Parfait. Pour l'autre portique, comme je vous avais déjà annoncé, je vais changer un petit peu. Je vais prendre des profilés reconstitués soudés et, plus concrètement, des caissons rectangulaires. Alors, le programme ici me dit qu'il n'a pas de référence. En fait, il faut aller chercher le fabricant que vous souhaitez. C'est-à-dire que le programme a toute une batterie de fabricants, puisque le programme se vend presque partout dans le monde, enfin dans une multitude de pays. Ici, par exemple, Asindar sont argentins, Acotube sont brésiliens, Condesa sont espagnols, Aisk sont sud-africains, Tata Steel sont indiens. Et donc, ici, vous voyez, il suffit juste de choisir le fabricant qui pourrait vous servir sur votre chantier. Alors, je vais prendre Tata Steel parce qu'ils sont vraiment partout. Ils sont dans 35 pays, je crois. J'accepte. J'accepte. Et là, vous voyez que le programme a fait sienne toute la batterie de profilés de Tata Steel. Alors, je crois me souvenir que j'étais en train de faire les cordons. Et je vous propose donc un tube rectangulaire de 200 par 100. Et voilà, ils sont là, parfait. Et pour les diagonales, je vais être un peu moins gourmand. Je vais prendre un 122-61. Parfait. Eh bien, ma structure a été définie, en tout cas au niveau de la géométrie. Il me reste à la charger. Je vais donc pour cela aller sur charge et j'ai plusieurs façons de charger ma structure. Alors, je pourrais le faire soit à travers la possibilité d'introduire des charges sur barre. Alors, il suffirait de cliquer par exemple sur une barre et je pourrais choisir l'hypothèse qui me convient le mieux. Alors, vous voyez qu'ici, vous avez le poids propre par défaut, évidemment, mais vous avez surtout les hypothèses que vous avez générées au début. Alors ici, je pourrais également choisir le type de charge en fonction de ce qui m'intéresse le plus, la valeur, et après le sens et la direction du vecteur. Je pourrais également travailler sur les nœuds en chargeant les nœuds à peu près avec la même dynamique. Je choisis l'hypothèse, je choisis la valeur et je choisis le vecteur. Ce qui va m'intéresser ici, c'est de travailler en fait avec des panneaux. C'est beaucoup plus pratique et ça répond parfaitement à ce que je souhaite faire ici. Alors, avec des panneaux et avec le portique 1. En fait, je ne vais pas charger barre après barre et en ayant fait en amont une répartition de charge. Le programme va la faire pour moi. Ici, en fait, j'ai dit que j'avais un panneau et ce panneau va être chargé par l'hypothèse de la charge permanente. Alors ici, je vais mettre 0,5 kN par mètre carré. Ça peut vous paraître peu, mais en fait, dans la réalité, le garde-corps est un métal déployé avec une main courante. Alors, quand j'ai fait le calcul, ça approchait les 45 kg. Donc, finalement, j'ai mis 50 kg. C'est pas plus mal. Mais le programme, en ayant créé les panneaux, va faire la répartition des charges en fonction des poutres des poutres ou des cordons qu'il trouve sur ce panneau. Je vais donc maintenant ici passer au portique 2 et je vais refaire la même chose. Pareil, la dynamique est la même, hein.
Et ici, je vais mettre également 50 kg par mètre carré. Bien, pour le tablier, je vais faire la même chose. Mais cette fois, je vais présenter une charge permanente de 2 kN, c'est-à-dire 200 kg par mètre carré. En fait, c'est une tôle en acier de quelques centimètres, donc 200 kg, c'est très bien. Et je vais lui mettre également une charge d'exploitation de 5 kN, 500 kg par mètre carré, c'est parfait. Après, il est vrai que je pourrais également rentrer le vent. Et ici, si j'avais plus d'hypothèses, la dynamique serait de les introduire peu à peu. Alors, ce n'est pas ce que je vais faire puisque ici, je veux effacer. Alors, je ne vais pas le faire puisque dans un souci d'efficacité pour cette présentation, mais la dynamique serait exactement la même. Je générerai ici mon vent sur chaque panneau que j'ai créé pour chaque partie en treillis et de la même façon pour le tablier. Il y a également une partie que je vais juste frôler en vous présentant, qui est le flambement. Alors, dans toutes les structures qui sont élancées comme en bois et en acier, le flambement est vraiment important et le programme vous permet de le gérer en y assignant les longueurs de flambage en fonction des plans. Alors, il suffirait de cliquer là où vous souhaitez paramétrer le flambement et ajuster suivant. Vous pouvez également contrôler le déversement. Si par exemple cette poutre ou cette diagonale, vous pensez que son déversement peut être, doit être touché, eh bien vous pourriez paramétrer ici en choisissant les coefficients de l'aile supérieure et de l'aile inférieure. De la même façon, vous pourriez contrôler la flèche en cliquant par exemple sur une barre. Ici, je pourrais contrôler la flèche maximum en lui donnant une valeur à ne pas dépasser, mais je pourrais également contrôler la flèche à travers une fraction, c'est-à-dire la flèche relative, une fraction qui dépendrait de la portée de la barre que j'ai sélectionnée. Bien, une fois que j'ai géré tout ça, il ne me reste plus qu'à calculer. Alors pour cela, je vais à Calcul, Calculer. Alors, le programme me permet de calculer suivant différentes modalités. Alors, vérification des profilés va me permettre de vérifier, comme dit le titre, hein, mais disons qu'il va respecter mes choix et il va me dire si ils sont satisfaisants au vu de la norme ou si ils ne le sont pas. Mais automatiquement, il ne va pas essayer de les optimiser. C'est très pratique lorsque vous avez des profilés qui vous sont imposés ou si vous voulez vérifier une structure existante, par exemple. Sinon, d'autres façons plus traditionnelles, hein, comme le dimensionnement, et là, vous donnez la possibilité au programme de vous offrir les profilés les plus optimums pour que votre structure soit calculée au plus juste. Alors ici, je vais juste vérifier, ça donnera du jeu. Le programme me rappelle que je n'ai pas contrôlé le flambement et le déversement, comme je vous avais dit il y a quelques instants en vous présentant les fenêtres. Mais malgré tout, je peux calculer. On me rappelle que la résistance au feu n'a pas été activée, parfait. Et une fois que j'ai fait ça, je vais rentrer dans le monde de la vérification et du contrôle des réactions et des déplacements. Alors la première chose à faire, c'est de vérifier les éléments. Alors le vert veut dire que tous les éléments que j'ai proposés au programme sont satisfaisants. Alors pour m'en convaincre, je peux laisser le curseur sur une barre et vous avez le taux de travail de résistance. Ici par exemple, cette diagonale qui est la plus sollicitée de l'ouvrage travaille à 47, un petit peu plus de 47%. Par exemple, la diagonale, le montant ici, travaille à 9%. Bien. Et
il s'agirait de faire ceci pour chaque barre et chaque. Si je clique sur une barre, le programme va m'offrir la vérification de tous les profilés de la gamme que j'ai choisie en m'expliquant pourquoi certains ont été écartés et pourquoi d'autres auraient pu servir. Moi ici, en cliquant sur vérification des profilés, il a vérifié que le 122.61 est conforme aux normes. Par contre, j'aurais pu descendre jusqu'à un 96.48. Après, ça dépend du choix de l'ingénieur. Ici, par exemple, j'ai toute la gamme et je pourrais faire ceci pour chacun des profilés. Ici, par exemple, je pourrais choisir un 80-40. Il est vrai aussi que en ayant regroupé toutes les diagonales, il m'offrira celle qui répond aux exigences de la plus sévère. Bien, une fois que j'ai fait ça, je peux vérifier les états limites ultimes. C'est-à-dire en cliquant sur une barre, j'ai toute la note de calcul. Alors ici, vous l'avez sous forme de titre. Je pourrais par exemple contrôler la traction. Bon, ici, il n'y a pas de traction. Mais par exemple ici, à la compression, je pourrais obtenir la note de calcul. Alors ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez la norme que vous avez choisie au début, ce qui est logique, mais surtout, vous avez l'article sur lequel s'appuient tous ces calculs. Et ça, c'est très intéressant. Alors, vous l'avez sous forme discrète ici, puisque chaque fois, il faut cliquer dessus, mais vous pourriez très bien obtenir une liste complète si jamais un organisme de contrôle appelle en disant, voilà, je souhaiterais avoir la justification du profilé, ici, ça serait la barre 3623. Eh bien, vous avez organisé toute la justification. Ceci peut s'imprimer et vous pouvez faire ce document, c'est-à-dire vous pouvez mettre votre logotype, le logotype de votre bureau d'études et présenter ce document. Un autre thème important est celui des déplacements en nœud. Si je clique sur une barre, vous voyez que j'ai les déplacements de cette barre et surtout des nœuds. Je vais par exemple cliquer ici. Alors ici, c'est vrai que comme j'ai choisi un encastrement, la partie encastrée n'a aucun déplacement, mais bon, c'est bon de le vérifier. Et ici, en fait, j'ai choisi, par défaut, vient l'hypothèse simple, mais je pourrais très bien travailler avec les enveloppes. Et de cette façon, j'aurai les déplacements extrêmes des nœuds. Je peux également obtenir les réactions. Alors, les réactions, ça serait les encastrements. Et ici, en fait, j'ai la descente de charge. Et comme j'ai choisi l'enveloppe de combinaison, ici, j'ai la descente de charge due à la combinaison extrême. Alors tout ceci, évidemment, peut s'obtenir d'une façon beaucoup plus organisée. Toutes les fenêtres que je viens de voir ici avec vous peuvent s'obtenir en cliquant sur récapitulatif. Et ici, vous pourriez décider ce que vous voulez présenter dans votre dossier ou au bureau de contrôle si jamais il appelle. Vous pouvez très bien présenter avec quelles normes vous avez fait ce calcul, quelles sont les combinaisons qu'il a générées, la géométrie. Vous pouvez présenter les barres, les nœuds et surtout les résultats. Et tout ceci organisé par chapitre, comme si c'était un petit livret. Bien, une fois que j'ai passé au crible le menu déroulant calcul et que je me suis convaincu que la structure que j'ai paramétrée est celle que je souhaite réellement, il s'agit maintenant de se préoccuper des assemblages, puisque là, j'ai calculé les barres. Alors pour les assemblages, je vais d'abord devoir les générer. Alors ici, vous voyez que certains ont été mis en bleu céleste et d'autres non. Alors, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, mais si à la fin de la présentation, il y a des questions là-dessus, très sincèrement, je serais enchanté d'y consacrer plus de temps parce que souvent, ce sont des questions qui reviennent. Et par contre, si je le fais ici, ça va être un peu long et
et je crains dépasser à la fin le temps qui m'est alloué. Donc, le programme ici a reconnu certains nœuds, certains assemblages, mais pas d'autres. Alors pourquoi? En fait, le CP3D travaille de la façon suivante. Vous avez modélisé votre nœud comme vous en avez eu la liberté à travers les barres, et le programme va donc accepter ce nœud et va le comparer à une base de données qu'il a, qui regroupe des nœuds soudés, des nœuds boulonnés. Alors, la base de données, hein, la bibliothèque est quand même très vaste, mais également des treillis plans. Alors, si le nœud que vous allez offrir euh, pour calculer fait partie de cette liste, eh bien, il n'y a aucun problème. Si par exemple, vous avez offert ce nœud-là en double K avec espacement, le programme va vous le calculer, va vous offrir la note de calcul et va vous les insérer dans les plans. Par contre, si vous offrez un un nœud qui n'existe pas dans cette base de données, eh bien, le programme ne le reconnaît pas. Et pour cela, il faudra passer sur CPConnect. C'est pour ça que CPConnect, en fait, a été créé. Mais bon, nous allons continuer avec les assemblages de CP3D, qui sont très bien. Là, je ne veux pas non plus qu'il y ait un malentendu. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire des chantiers entiers avec cette façon de travailler et obtenir les notes de calcul et les plans. Donc, une fois que vous avez généré les assemblages, il faudrait les dimensionner. Alors ici, vous voyez que je vais choisir les assemblages soudés et pour qu'il y ait, dans un souci de transparence, vous voyez qu'ici, j'ai généré des nœuds qui sont reconnus, certes, mais qui sont faux. C'est-à-dire, il y a une erreur de calcul, le programme n'arrive pas à justifier ces nœuds. Alors, je l'ai fait justement pour vous montrer le flux de travail. Il s'agit ici d'éditer le nœud. Vous avez ici le nœud que vous avez modélisé et qu'il a essayé de justifier. Alors, pour y comprendre quelque chose, vous pouvez aller à vérification. Vous avez ici la note de calcul, mais vous voyez en haut qu'il y a une partie en rose. Et là, il y a des vérifications qui ne sont pas conformes, il vous le dit, et il vous propose une recommandation. Alors, ici, en réalité, le problème se localise ici. Alors, soit vous avez un recouvrement des diagonales comme il faut, selon les règles de l'art, soit les diagonales ne se touchent pas. Mais pas une sorte de flirt ici entre soudures. Alors, comme j'ai pris connaissance de sa recommandation et qu'il me propose soit de réaliser un vrai recouvrement, soit de les séparer, je vais éditer mes éléments. Je ne vais pas recommencer ni recalculer tout de suite, je vais voir si je ne peux pas les affiner. Alors vous voyez qu'ici j'avais choisi un 122-61, je peux très bien prendre un 96-48. Je vais passer tout juste, mais je vais passer. Comme les profilés ont été regroupés, tous ont été changés. Je vais recalculer. Alors cette fois, je vais calculer avec les assemblages, ça me fera gagner quelques secondes. Et voilà. Je vais éditer l'assemblage et voilà. L'assemblage qui était problématique tout à l'heure, avec la recommandation du programme, a fait que j'ai réussi à séparer mes diagonales et je peux obtenir la note de calcul. Et là où c'était faux, eh bien, je n'ai plus de problème. Et la dynamique est celle-ci. C'est-à-dire, le programme va essayer de reconnaître l'assemblage et va vous proposer la note de calcul en vous indiquant ce qui est correct et ce qui n'est pas conforme. Vous pouvez obtenir la liste complète de cette note de calcul dans la même dynamique que tout à l'heure. Et une fois que vous avez fait ça, vous acceptez et c'est parfait.
Là, comme ces nœuds étaient identiques, en résolvant un, j'en ai résolu, je crois ici, 5 d'un coup. Alors, il faudrait faire la même chose pour ce nœud-là. Hein, je vais juste vous le remontrer. Voilà quel est le nœud en question. Comme il était rouge, je vais tout de suite voir la vérification. La même dynamique se recrée. J'ai une couleur rose ou rouge qui me dit que j'ai 2 problèmes cette fois et j'agirai en conséquence. Bien. Une fois que j'ai fait tout ceci, il faudrait que je passe à CP3D, puisque malgré tout, ici, j'ai quelques nœuds qui n'ont pas été reconnus. Pardon. Ouais, il faudrait que je passe à CP-Connect, puisqu'il y a quelques nœuds qui n'ont pas été reconnus. Alors pour cela, il va falloir que j'aille à Beam Server Center et que je lis le chantier. Donc, je vais en créer un. Alors, je vais l'appeler de la même façon. Passerelle piétonne. Je vais définir le type de projet. Alors ici, je vais être très discret. Ça sera non professionnel, non visible et fermé. Je ne veux pas de collaboration, c'est juste pour nous. J'accepte. Et voilà, le chantier, enfin l'ouvrage sur Beam Server Center a été créé. J'accepte. Et maintenant, je vais le partager. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je vais surtout exporter tous les efforts pour les assemblages. De cette façon, je n'aurai pas à générer tous ces cas de charge pour travailler les assemblages de mes sections. Alors, je vais juste vérifier que la synchronisation a été faite. Ça prend quelques secondes. Voilà. Passerelle piétonne, c'est parfait. Et ici, en fait, tout est fait. J'ai justifié mes barres, j'ai ma descente de charge et j'ai surtout mes efforts pour calculer mes assemblages. Et donc, il va falloir que je bascule sur CP-Connect. Alors ici, je vais quand même faire une petite parenthèse, puisque CP-Connect peut être compris de 2 façons. Soit c'est un programme indépendant, par exemple pour un ingénieur qui dédie ses journées à calculer des assemblages, par exemple, hein, dans un bureau d'études, il reçoit le chantier, doit calculer les assemblages et passer son travail à quelqu'un d'autre. Parfait, lui va utiliser CP-Connect. Alors ici, comme il s'agit de présenter également le flux de travail, en fait, CP-Connect peut être compris comme un programme indépendant, mais il fait également partie de StruBeam-Still, comme si c'était un module. Alors je vais directement ouvrir StruBeam-Still et de cette façon, je pourrai vous présenter les deux. Alors je vais créer un chantier. Passerelle piétonne. Ici, je vais sélectionner le chantier que j'ai généré tout à l'heure, c'est-à-dire passerelle piétonne ici, qui est là, parfait. Je peux voir une vue pour me convaincre si c'est vraiment celui-là, j'importe. Le programme me précise, voilà les sections et les séries que j'ai trouvées et que je vais importer, c'est parfait. Et voilà. Voilà, avec ces mouvements que j'ai faits, j'ai ouvert StruBeam-Still et j'ai importé la structure calculée avec tous les efforts. Alors vous voyez qu'ici, la structure est exactement la même. Il y a une différence tout de même, puisque ici, les possibilités sont totalement différentes. Vous voyez que j'ai 2 onglets supérieurs qui sont modèle et documentation. Alors documentation, ça sera la partie finale, mais modèle, c'est ce que nous allons maintenant travailler. En fait, au lieu de modèle, on aurait très bien pu écrire CP-Connect, puisque tout ce que vous voyez ici est CP-Connect.
c'est exactement la même chose. Alors, une fois que j'ai importé toute ma structure, je vais générer les nœuds. Voilà, il en a trouvé 15. Je vais les éditer et vous voyez que les nœuds apparaissent avec ces petites pyramides que je peux sélectionner. Et vous voyez que là, il n'y a plus aucune limite. Là, le programme génère tous les nœuds que vous avez importés et il va falloir commencer à les travailler. Alors, je vous propose de travailler les nœuds. On va en faire 2 ou 3 et chaque fois, la complexité sera croissante. Ici, par exemple, je vais choisir celui-ci. Voilà. Voilà le nœud qui m'intéresse. J'ai toute une batterie d'outils qui vont me permettre de travailler des plaques, d'ajuster les barres, d'introduire des platines frontales, des soudures, des vis. Bon, ici, j'ai tout un panel d'options et ce que je vais faire ici, c'est d'abord arranger la géométrie. Je ne veux pas que la poutre V2 rentre dans la V1 ni la V3 fasse la même chose. Donc, je vais ajuster. Je vais ajuster et je vais dire que la poutre V2 va devoir s'ajuster à la barre V1. Et voilà, j'ai arrangé mon problème. Je vais également ajuster la poutre V3 à la poutre V1. Voilà. Et voilà ce que j'ai fait. Alors évidemment, ça, ce n'est ni soudé, ni rien du tout. Je reviens à l'ajustement, et comme celle-ci était V2 sur V1, je vais souder les ailes et l'âme. Et là, vous avez la soudure qui a été placée, qui respecte le rayon de congé, évidemment. Alors, vous pourriez donner ici un déplacement à la soudure et ainsi générer des articulations au lieu d'un encastrement. Bien, après, il s'agit aussi, c'est le jeu de l'ingénieur. Je vais faire la même chose avec la poutre V3 sur la poutre V1. Alors, je vais présenter un petit peu toutes les possibilités, puisque je peux choisir le type de soudure que je vais réaliser, et puis le type de cordon, concave ou convexe par exemple, et surtout, je vais pouvoir choisir si la soudure va se faire sur chantier ou en atelier. Alors, par défaut, les soudures se font en atelier. J'insiste, parce que c'est quelque chose qui va être après, qui va donner du jeu pour la partie d'édition des plans. Donc, mais je reviendrai dessus. Bien, une fois que j'ai fait ça et que je suis satisfait de ce que j'ai généré, il va falloir que je le calcule. Donc, je passe à l'onglet supérieur calcul et contrainte déformation, mais je pourrais très bien calculer en rigidité ou en flambement. La dynamique serait la même. Le nœud a été calculé. Vous voyez que vous avez une échelle de couleurs pour vous situer tout de suite et voir quelles sont les parties les plus sollicitées. Ici, vous voyez que ça serait cette soudure qui travaille entre 43 et 60%. Je suis en train de consulter le taux de travail maximum et ici, j'ai pour les profilés le taux de travail maximum atteint par les profilés et la soudure qui a le taux de travail le plus élevé, ce qui correspond puisque ici j'ai un 43 et effectivement ici j'avais une couleur jaune qui m'indiquait que j'étais entre 40 et 60%. Mais si je voulais avoir un détail plus précis, ici, je pourrais choisir n'importe quelle soudure sur n'importe quelle aile, sur n'importe quelle âme de n'importe quel profilé que j'ai devant moi. Et je pourrais choisir, par exemple, l'ajustement 2, l'aile supérieure et l'aile frontale. Eh bien, je travaille à 38%. Donc là, j'ai vraiment soudure après soudure. Si j'avais des boulons, ça serait pareil. Si j'avais des plaques, je pourrais aller élément après élément consulter avec précision ce qu'il se passe. Si je souhaite avoir une note de calcul, par exemple, de cette soudure, eh bien, je l'ai ici de façon assez discrète, mais je pourrais avoir un aperçu beaucoup plus grand. Et là, par exemple, j'ai la résistance de calcul de la soudure d'angle.
vous avez la justification écrite. Mais si vous souhaitez obtenir une justification complète du nœud, vous devriez aller à vérification. En cliquant sur vérification, vous avez la note de calcul complète et la dynamique est la même. Vous pouvez exporter ceci en format choisi et faire vôtre ce document en le personnalisant. Je pourrais également choisir les contraintes de von Mises. Alors ici, le programme, en fait, utilise un moteur de calcul par élément fini d'une université américaine. Et donc, c'est un moteur de calcul de prestige. Et vous avez à l'écran ici la discrétisation réalisée. Alors, la discrétisation, pour ceux qui connaissent comment calculent les éléments finis et la théorie mathématique qu'il y a derrière, c'est une discrétisation qui est parfois assez délicate, surtout lorsqu'on arrive à des zones de conflit où il faut faire un maillage assez fin. Donc ici, le programme le fait automatiquement. Et une fois que j'ai cet assemblage conforme à la réglementation, je l'accepte et il a été calculé. Alors, les petits profilés que vous voyez là, c'est juste une histoire d'options et de visualisation, et voilà. Alors, ici, en fait, vous l'avez là. J'ai travaillé ce nœud étant reconnu comme identique à d'autres, en ayant travaillé un, en fait, j'ai résolu plusieurs nœuds d'affilée. Ici, en fait, ce nœud, je crois qu'en travaillant un, j'en ai résolu 4 ou 5. Et voilà. Je vous propose maintenant d'en prendre un autre, c'est-à-dire celui-ci. Alors, la dynamique est exactement la même. Je clique dessus. Voilà. Alors, vous voyez que ce que je vous avais promis, c'était de voir des assemblages et chaque fois avec un niveau de difficulté supérieur, pour surtout que vous compreniez la dynamique qui est assez simple. Alors d'abord, ce que moi j'aime bien, c'est arranger la géométrie pour ne plus voir ces conflits. Alors je vais ajuster la poutre V2 à la poutre V1. Et comme c'est la même histoire que tout à l'heure, je vais directement générer les soudures. Je vais cette fois ajuster la V3 à la V1 et de la même façon, je vais générer les soudures. Parfait. Alors par contre ici, il va falloir que j'arrange la V4 et la V1. Alors ici, chaque ingénieur fera ce qu'il pense le plus adéquat, mais disons qu'ici, je vais vous proposer une platine. Alors la platine, en fait, va être du profilé V4 et je vais l'assembler au profilé V1. Voilà comment elle est apparue. Alors pour l'instant, elle est très fine. Le matériau, je propose un S275, une épaisseur de 10, et je vais ajuster les débords. C'est-à-dire, ici, je vais prendre un débord de 10 mm, de 10 mm, et ici, par exemple, 50 et 50. Et vous voyez vos changements en direct et quelles sont les conséquences de vos choix. Si vous envahissez, par exemple, le rayon de congé, eh bien, vous pourrez ajuster ici les débords et voir tout de suite ce qu'il se passe. Bien, une fois que j'ai fait ça, je vais quand même boulonner ma plaque à la poutre V1. Alors ici, je vais présenter un boulon à 50 mm et à 40 mm. Parfait, vous le voyez comme il est apparu. Et là, je ne vais pas les générer depuis zéro, je vais copier celui que j'ai créé et je vais là simplement le placer de façon adéquate. Parfait, et il me reste le quatrième qui est là. Parfait. J'ai mes boulons, j'ai ma plaque. Il reste quand même à souder
la poutre V4 à la plaque. Et pour cela, la dynamique est la même, hein. Vous pourriez choisir comment la souder, si vous voulez une soudure convexe, concave, en ligne. Bien, je vais quand même générer le type de boulon, c'est-à-dire ici, je pourrais choisir la série, le diamètre, et je pourrais également choisir le matériau. Alors, je vais laisser un 4-6, mais vous pourriez choisir celui qui vous paraît le plus convenable. Vous voyez par défaut que le programme considère que les vis, tout ce qui est boulonnage, va se faire sur chantier. Alors j'insiste parce que j'en avais également parlé pour les soudures. Les soudures, le programme considère que par défaut, elles sont réalisées en atelier et le boulonnage en chantier. Alors ça va avoir des conséquences pour plus tard. Mais disons que si je suis satisfait pour l'instant avec ce que j'ai fait, je vais sur calcul, contraintes et déformations, et c'est parti pour un deuxième tour. J'ai la possibilité de voir très vite quelles sont les soudures qui sont les plus sollicitées. Ici, je suis entre 20 et 40 puisque c'est celle-ci. Et effectivement, ici, les soudures, celle qui travaille le plus est à 33%, qui correspond à la zone bleue. C'est parfait. Ici, j'ai un aperçu global du profilé, de l'élément le plus sollicité, mais j'ai également ici le cas de charge dimensionnant. Ça, c'est très intéressant aussi. Si je veux avoir plus de détails, eh bien, comme tout à l'heure, je peux cliquer sur l'élément qui m'intéresse et avoir sa note de calcul. Hein? C'est exactement la même histoire que tout à l'heure. Si je souhaite avoir une vérification complète de ce nœud, je vais à vérification. Et ici, j'ai toute la batterie. Alors, les justifications sont très exhaustives, hein, et très détaillées. Et une fois que je suis satisfait parce que j'ai modélisé ce que je souhaite et que cela répond favorablement aux critères de la norme, j'accepte. Et les modifications ici, vous les voyez. Comme ce nœud est identique à d'autres, eh bien, en gérant un, j'en ai traité 4. Bien. Et après, la dynamique est la même. C'est-à-dire, je vais vous présenter encore un autre nœud dans un souci de vous expliquer comment les générer. C'est-à-dire, cette fois, je vais traiter celui-ci. En fait, il est très ressemblant à l'autre, sauf que maintenant, j'ai un profilé qui arrive par en dessous et qui vient m'embêter. Voilà. C'est le nœud qui m'embête. Alors, pour cela, je vous propose d'arranger d'abord la géométrie et après on voit ce qui se passe si je souhaite boulonner, souder. Alors la même dynamique, j'ajuste les barres, je vais ajuster la barre V2 à la barre V1, voilà, et je vais la souder. Parfait. Je vais traiter maintenant la V3, je pense que c'est la V3, oui, V3 et V1. Parfait. V3, V1, et je vais la souder. Parfait. Je vais créer une plaque, puisque j'aimerais que mon poteau P1 soit soudé à la poutre V1 à travers une plaque. Donc, le matériau de cette plaque, c'est un S275, 20 mm d'épaisseur, parfait. Je vais prendre une largeur de 320 et 320. Alors 320 parce que le poteau, je crois me souvenir, était un HB 300. Donc comme ça, j'aurai 1 cm de chaque côté pour pouvoir souder. Bien, c'est un assemblage et je vais l'abaisser de 110 mm. Parfait, c'est parfait. Bien, une fois que j'ai fait ça, je vais ajuster
le P1 à la plaque, c'est-à-dire je vais ajuster la poutre P1 à la plaque P1 et celui-ci s'est recroquevillé et s'est ajusté à ma plaque. Je vais donc souder le profil P1 à la plaque, c'est parfait. Et maintenant, je vais m'occuper de la poutre V4, V1. Alors, je vais le faire à travers une platine frontale. Et c'est donc la V4 sur la V1. Parfait. Le matériau S275, une plaque de 10 mm d'épaisseur, ça sera très bien. Et ici, je vais prendre à peu près comme tout à l'heure, 10 de débord supérieur et inférieur, et ici, je vais prendre 40 et 40. Changer un peu. Parfait. Concernant les vis, la même dynamique que tout à l'heure. Je vais prendre 50 mm, et je crois que tout à l'heure, j'avais mis 40. Parfait. Alors, je ne vais pas la générer de zéro, je vais utiliser ce que j'ai créé. J'en ai créé 4 d'un coup, et là, je vais juste affiner le tir. C'est parfait. Voilà. J'ai mes 4 boulons, j'ai ma pièce, parfait. Alors maintenant, il faut que je soude le V4 à la plaque. Et pour ceci, je vais générer les soudures comme j'en ai pris l'habitude jusqu'à présent. Parfait. Je vais calculer tout ça. Et ici, alors peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà vu, vous allez voir que le programme va me dire non. Mais disons que je le fais exprès parce que j'aimerais aussi vous montrer quel est le flux normal. Il est normal que l'on oublie ou que l'on se trompe. Alors ici, je vais demander à calculer cet assemblage et le programme me dit il n'est pas possible de calculer ce cas de charge, la structure est un mécanisme. Donc, c'est tout à fait normal de devoir passer de la phase calcul à la phase modèle. Ici, par exemple, un autre type d'erreur assez fréquent, c'est que le boulon est trop près de l'extrémité et donc les critères ne sont pas respectés. En fait, ici, il s'agirait juste d'aller sur modèle et en fait de regarder plus précisément ce que j'ai fait. La plaque et la poutre V1 sont simplement posées. Donc c'est normal que le programme me dise que c'est un mécanisme, cette chose-là ne tient pas. Je vais prendre donc la décision de boulonner la poutre V1 à la plaque. Alors pour cela, je vais à vis et je vais dire que c'est la poutre V1 qui est vissée à la plaque. Parfait. À la plaque P1. Parfait. Alors, je ne veux pas qu'elle soit soudée à son aile supérieure. Je veux qu'elle soit soudée à son aile inférieure. Et je vais générer 4 vis. Alors ici, je vais prendre 100 mm et 50. Ah, 50. Parfait. Alors, le voilà qui apparaît. C'est très bien. Et je vais donc copier 4 boulons d'un coup. 4. Et je vais affiner le tir comme j'en ai pris l'habitude. Parfait. Une fois que j'ai fait ça dans la même dynamique que les autres boulons des platines frontales, je vais définir la série. Alors, je vais laisser ce qui vient par défaut. Vous pourriez choisir le matériau. Parfait, je vais laisser 4,6. Et cette fois, je vais juste vérifier qu'ils y sont bien tous. Oui, cette fois, les 4 boulons que j'ai créés y sont. Et je vais recalculer.
et ça passe. C'est-à-dire que ça passe dans le sens que le calcul a pu arriver à bon port et la dynamique, comme je vous ai dit jusqu'à présent, est la même. Vous avez une gamme de couleurs qui vous permet de voir tout de suite quelles sont les plus sollicitées. Alors ici, vous voyez que c'est celle-ci, puisque je suis entre 60 et 80% de taux de travail maximum. Et ici, vous auriez le profilé, les plaques, les vis les plus dont le taux de travail est le plus élevé. Et effectivement, vous voyez qu'ici, ma soudure est à 73%, ce qui correspond bien à la couleur orange. Si je veux avoir un détail plus précis, j'aurai ici la justification de chaque élément. Et si je souhaite avoir une justification plus précise, enfin plus précise, disons plus complète, eh bien, je pourrais imprimer sur vérification et faire mien tous ces documents. Bien, une fois que cet assemblage a été calculé, vous le voyez apparaître comme vous voyez apparaître les autres qui sont toujours là. Bien, à partir de maintenant, c'est une question de temps. C'est-à-dire, il s'agit d'y passer une dizaine de minutes par assemblage et de les calculer, d'affiner le tir, et la dynamique est exactement la même. Alors, dans un souci d'efficacité, je vais vous proposer d'ouvrir un fichier qui est exactement le même. C'est celui-ci. Alors, la seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé des étiquettes qui m'ont permis de donner des couleurs aux éléments pour que ça soit plus visible et plus compréhensible pour cette présentation. Mais au niveau des calculs, ça ne change absolument rien. Et vous voyez qu'ici, en fait, j'ai travaillé chaque assemblage et si vous voulez, on va les revisiter. Ici, c'est l'assemblage de tout à l'heure où j'avais, je crois que c'est le deuxième que nous avions fait, 2 diagonales soudées avec une platine frontale. Ici, c'est l'assemblage que je viens de réaliser maintenant, exactement le même. Avec la liste des opérations. Parfait. Et j'aimerais juste vous présenter celui-là parce que celui-là est un peu plus corsé, puisque ici, lorsque j'ai dû souder mon profilé V1 à ma plaque, j'ai souhaité le faire à travers l'introduction de barres. Alors ces barres-là, il y en a 2 devant et une derrière, ne viennent pas du modèle de CP3D. Ici, par exemple, vous pourriez le faire à travers le menu que je suis en train de vous montrer qui s'appelle barre. En cliquant dessus, alors ici tout de suite est apparue une barre que je pourrais gérer. Ici, par exemple, je pourrais choisir autre chose que cette énorme barre et affiner le tir en fonction de ce que je souhaite réellement faire. D'accord? Alors, je vais l'effacer parce que sinon... Voilà. Mais le jeu est le suivant, c'est-à-dire que peu à peu, vous allez mûrir vos assemblages et décider si vous les soudez ou si vous les boulonnez comme ici, en fonction de l'ingénieur qui calcule. Une fois que vous avez travaillé tous les assemblages et qu'ils sont exactement comme vous le souhaitez, je dirais que toute la phase calcul est terminée. Il s'agit maintenant de réfléchir aux plans et de les organiser. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, l'onglet supérieur modèle, qui est exactement le programme CP Connect, a été traité dans sa totalité et il suffirait maintenant de basculer sur documentation. Alors, vous avez évidemment la même structure, sauf que maintenant, les options que vous avez diffèrent et sont adaptées à l'élaboration des plans. Alors, la première chose que vous devez faire, c'est générer la numérotation des pièces. Alors, le programme le fait directement. Vous pouvez avoir la main dessus si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'une pièce? Une pièce, c'est exactement chaque élément de votre structure, c'est-à-dire chaque profilé, chaque vis, chaque plaque, chaque soudure, chaque ancrage seront répertoriés par un numéro.
Alors, vous acceptez, la numérotation se fait automatiquement. Et après, il va falloir générer les ensembles. Alors, les ensembles, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de pièces. Alors, je pense qu'un dessin est, enfin, un visuel est beaucoup plus compréhensif que tout un discours. Je vais sélectionner l'ensemble. Et ça, par exemple, c'est un ensemble. Le programme a décidé que ceci est un ensemble. Alors, c'est un ensemble de pièces qui vont être livrées sur chantier. Ça, par exemple, ce que je vous montre maintenant, ce serait un autre ensemble. Par exemple, ce poteau serait un autre ensemble. Il aurait sa plaque en haut, parfait, mais ce serait un ensemble. Alors ici, ce n'est pas le programme qui choisit. Ce sont vos critères qui ont fait que le programme décide que ceci est un ensemble et ceci est un autre. Alors évidemment, il n'est pas question qu'on me livre ceci sur le chantier. Je vous rappelle que la portée entre poteaux est de 18 mètres et que le tablier se situe à 5 mètres et après j'ai 2 mètres, je crois me souvenir, de montant, ce qui fait une hauteur totale de 7 mètres. Donc il faudrait que je me balade avec un portique de 18 mètres de long et 7 mètres de haut au milieu d'une ville. C'est juste impossible. De la même façon, ici, il n'est pas question que l'on me livre une partie treillis avec 4 poutrelles du plancher. Alors, pourquoi pas tout le plancher tant qu'on y est? Alors, comment se gère tout ceci? À partir de la partie modèle, c'est-à-dire de l'onglet supérieur modèle, il faut que je réédite mes assemblages. Alors, par exemple, celui-ci, puisque celui-ci est un assemblage qui va unir le treillis bleu et la poutrelle verte. Et le problème vient de l'union entre le V4 et le V1, c'est-à-dire c'est la première opération que j'avais déclarée, la V4 sur la V1, parfait. Et ici, comme je vous avais dit tout à l'heure, cette petite option est lourde de conséquences. Ici, je vais décider finalement que mes soudures sont faites sur chantier. J'accepte. Alors pour le calcul, ça ne change rien, bien qu'on pourrait recalculer, hein, ça serait pas impossible. Voilà, ça serait celle-là. Parfait. Alors je reviens à ma documentation. Je vais devoir régénérer des ensembles, puisque leur nombre va varier. Je vais sélectionner l'ensemble et vous voyez ici que ce qui faisait partie d'un même groupe ne le fait plus. Ici, je vais avoir un ensemble qui est la partie treillis. Alors, je vais essayer de prendre une vue. Voilà. Ici, ceci va être un ensemble et les poutrelles vont être livrées séparément et ne feront plus partie de l'ensemble treillis. Ça, c'est plus correct. Donc, cette gestion, en fait, ce sont vos choix qui la provoquent. Si votre soudure ou vos boulonnages sont réalisés sur chantier ou ou en atelier. Alors, il faudrait faire la même chose pour celui-ci, mais disons que je vais le laisser comme ça parce que ça va me donner quelques options lorsque je vais élaborer les plans, puisque les plans, en fait, sont dynamiques et que tous les changements que vous allez faire sur l'ouvrage vont être directement intégrés à vos plans. Cela fait en sorte que vous n'ayez pas à vous préoccuper chaque fois de est-ce qu'il faut que je refasse le plan ou pas. Alors, une fois que j'ai accepté les ensembles tels que je le vois, le jeu serait d'élaborer des feuilles. On les appelle feuilles, mais ce sont des plans. Alors, je vais par exemple vous proposer un ensemble et je vais vous proposer celui-ci. Parfait. Alors, voilà la feuille de dessin. Par défaut, le programme est en DIN A3, mais ça peut se gérer, hein. Il suffit de cliquer sur la feuille des ensembles et ici, vous pouvez choisir le type de papier que vous souhaitez.
Alors, je vais le laisser en DIN A3, c'est pas plus mal. Alors, les types d'options que vous avez dans la partie supérieure sont propres à l'élaboration de dessins et de scènes de travail. Donc, je vais ici pouvoir paramétrer à travers l'option style. Allez, je recommence parce que je n'ai pas été synchro. Je vais pouvoir paramétrer en fonction du style, pose par exemple les lignes, si je veux que mes lignes soient en trait continu ou pas. Je vais pouvoir paramétrer par exemple mon texte, si je souhaite autre chose que l'Arial. Ici, je pourrais choisir mes personnalisations. Je pourrais également, par exemple, choisir les cotes et choisir, par exemple, comment je souhaite que mes cotes apparaissent sur le schéma. Et une fois que tout ça a été paramétré, vous aurez vos plans personnalisés. Bien, vous voyez également tout un ensemble de possibilités comme les ellipses, les rectangles. Alors ici, je vais prendre rectangle et je vais prendre, par exemple, voilà, je vais faire par exemple un rectangle ici pour délimiter une zone de travail. Parfait. Je vais par exemple créer un cartouche. Par exemple, ici. Parfait. Bien. Une fois que j'ai fait ça, je pourrais, par exemple, insérer des fichiers. Avec l'option Insérer fichier, je vais à la bibliothèque. Alors ici, il se trouve que j'ai le logo de SIP, mais vous pourriez très bien avoir le vôtre. Il suffit d'aller le chercher et vous avez le logo de votre bureau d'études. Alors ici, je vais travailler avec celui-là et je vais dire Insérer. Je vais insérer le logo de SIP. Je vais ajuster son échelle. Parfait. Et il est ici. Alors, je vais le mettre par exemple là. Et c'est parfait. Bien, je pourrais également commencer à introduire du texte. Alors, dans texte, par exemple, ici, je vais écrire projet. Passerelle Python. OK. J'accepte. Et je vais situer ça ici. Parfait. Il y a 2 L, non? Oui. Par exemple, je pourrais introduire un autre texte ici, mais vous verrez que cette fois, je vais apporter une petite variante. Je vais écrire blanc. Et ici, je ne vais pas écrire un texte fixe. Ici, je vais choisir un texte variable et le programme me propose ces différents formats. Quel est l'avantage? C'est que là, par exemple, je suis en train de travailler avec un ensemble qui a une numérotation bien précise. Mais lorsque je vais changer d'ensemble, forcément, il n'aura pas le même numéro. Et cette numérotation va s'ajuster automatiquement. Donc, c'est un gain de temps. Par exemple, ici, je vais prendre celui-là. J'accepte. Et il se trouve que l'ensemble que je suis en train de travailler est le plan et l'ensemble AS7. Parfait. Alors ici, ce que je peux faire, c'est partir sur fond de plan et je vais créer un fond de plan. Alors par exemple, je vais l'appeler fond passerelle. J'accepte. Bien. Ici, je peux aller voir sur la bibliothèque parce qu'il est possible que j'en ai d'autres. Et là, il se trouve que j'en avais déjà créé quelques-uns. J'ai un que j'avais appelé à l'époque Ensemble 1, fond 1, et ici, celui que je viens de créer qui est fond passerelle. J'accepte, bien, c'est parfait, de toute façon, il était déjà là. Mais disons que l'avantage, et je souhaiterais vous convaincre de l'avantage de travailler comme ça, c'est que j'avais sélectionné cet ensemble. Mais si maintenant
je vais choisir celui-ci, c'est-à-dire le treillis d'à côté. J'arrive sur une feuille blanche et je vais insérer le fond passerelle que je viens de créer. J'accepte. Et vous voyez que ici, avant, j'avais AS7 et maintenant, j'ai AS9. Donc, on y dédie un petit peu de temps, mais à la fin, le gain est vraiment conséquent. Surtout que pour un chantier comme ça, il faut créer une bonne vingtaine de plans. Et donc, chaque fois, vous n'avez pas à refaire le fond de plan. Bien, je reviens sur cet ensemble-là, qui est le AS7, parfait. Alors maintenant, une fois que j'ai fait tout ceci, que j'ai, disons, arrangé tout l'aspect présentation, je vais pouvoir travailler des scènes. Les scènes, en fait, c'est insérer des vues, mais des vues qui sont interactives. Par exemple, je vais insérer ce portique. Alors, vous voyez qu'ici, je pourrais choisir différents angles de vue. Je pourrais choisir le mode. Alors, soit j'ai une image en couleur, soit j'ai une image monochrome, mais ce qui semble aussi très intéressant, c'est de passer en vectoriel. C'est-à-dire que lorsque je vais passer à des programmes de calcul type AutoCAD, des programmes de dessin, pardon, type AutoCAD, j'aurai ici un ensemble de lignes que je pourrais éditer. Alors, une fois que j'ai ça, je pourrais le changer, je pourrais l'éditer. Je pourrais changer de vue et le faire par exemple comme ça. Parfait. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir, avec l'option étiquette, commencer à décrire et à préciser en cliquant sur chaque profilé. Voilà, ceci est la pièce PR1. Ceci, alors il est peut-être trop près, je vais recommencer. Ceci, par exemple, est la pièce PR7. Par exemple, celle-ci est la pièce PR11. Alors, à quoi rime tout cela? Eh bien, évidemment, ce sont les pièces qui ont été générées automatiquement lorsque vous aviez cliqué sur pièces. Comme il n'est pas question d'avoir nous-mêmes un référentiel, je vais sur table et je vais insérer un tableau prédéfini. Et donc, par exemple, je vais le mettre ici. Et l'immense avantage, c'est que en ayant choisi un ensemble qui est celui que je vous montre ici en haut, qui est constitué de pièces, le tableau me présente toute la liste des pièces qui constituent l'ensemble, avec un ensemble de précision, par exemple, le PR9, ce sont des HB 200, j'en ai un, et il fait 17 mètres 800. Par exemple, je crois ici que j'avais un PR1. Alors un PR1, il doit être par là, il est ici. PR1, ce sont les HB 200, non pardon, les HB 300, j'en ai deux, j'ai leur longueur et j'ai leur poids. Donc ceci est très pratique puisque le programme le fait automatiquement. Et je pourrais également ici parler de cotes. Comme tout à l'heure je vous ai montré, je pourrais réaliser un plan précis et ça c'est disons que le travail est réalisé par l'ingénieur, mais le niveau de finition est celui que vous souhaitez. Si ce plan me satisfait, je pourrais en choisir un autre. Par exemple, je vais vous montrer des assemblages et je vais choisir un assemblage chouette, c'est-à-dire celui-ci. Alors la même dynamique, je n'ai rien, c'est-à-dire j'ai une feuille en blanc. Je vais choisir mon fond de plan, je vais dire insérer et je vais dire par exemple celui-ci, passerelle, fond passerelle que j'ai créé tout à l'heure, j'accepte et le voici inséré avec, voilà, c'est le type 6 et c'est la première feuille que je génère. À partir de maintenant, la dynamique est exactement la même. Je vais à scène 3D et cette fois, je vais insérer des vues prédéfinies puisque comme ça,
j'aurai exactement les différentes vues de mon assemblage. Alors, la dynamique est la même, je peux l'éditer, je peux décider que ce soit par exemple un vectoriel. Je pourrais faire la même chose ici, choisir ici une image vectorielle. Je n'aime pas trop la vue et j'ai pas envie de jouer ici avec une vue établie, alors je pourrais très bien la tourner un petit peu et la laisser à mon goût. Parfait. Et ici, de la même façon, je pourrais très bien créer des étiquettes et dire, voilà, ici, il s'agit d'un 96-48. Ici, il s'agit par exemple d'un 200. Alors ici, cette vue peut être déplacée pour que une information ne chevauche pas l'autre. Par exemple, ce que je n'avais pas fait tout à l'heure, c'est parler des soudures, mais je pourrais très bien ici les présenter. Je n'avais pas présenté les boulons, mais je pourrais très bien les sélectionner. Et ici, par exemple, encore une soudure. Donc, ici, en fait, je personnalise et avec un niveau de finition qui dépend de la personne qui va faire les dessins. Mais voilà quelle serait la dynamique. Si ce plan vous satisfait, alors vous pourriez passer à un autre assemblage ou d'autres ensembles et ainsi de suite. Alors il y a quand même quelque chose que j'aimerais vous présenter et revenir aux ensembles parce que je vous avais dit que j'avais laissé cet ensemble exprès avec 2 pattes et imaginez que maintenant vous considériez que ben non, c'est pas comme ça que vont se faire les choses. Moi, j'aimerais bien être servi de ma plaque, de mon poteau que je souderai sur chantier, et après le treillis vienne s'unir au poteau. Alors après que cette plaque grise fasse partie du poteau ou fasse partie du treillis, après tout ça, disons que c'est de l'ordre de l'ingénieur. Mais en tout cas, ça, il faut le gérer. Alors je reviens à modèle, je vais éditer le nœud qui m'embête, et il s'agit en fait des soudures qui vont unir le P2 à la plaque. Alors si je me souviens bien, c'est celle-là. Voilà, P2, plaque P1, et ce que je vous disais tout à l'heure, je ne veux pas que les soudures se fassent en atelier, mais sur chantier. J'accepte, je passe à documentation. Alors je vais générer ici je vais recommencer la numérotation des ensembles, puisque si avant j'en avais un, maintenant j'en aurai 2, mais je ne vais pas partir à partir d'un numéro initial, mais je vais utiliser le dernier utilisé. Voilà. Je retourne, voilà, je vais à sélection des ensembles et vous voyez que le programme a bien compris que je voulais désolidariser cet ensemble. Alors ne l'ayant pas fait sur ce nœud, eh bien il ne l'a pas fait automatiquement, c'est normal, il obéit. Par contre, lorsque je vais aller sur Ensemble, je vais cliquer sur l'ensemble qui m'intéresse. Et vous voyez qu'il y a un changement. Il me manque une patte. Ici, vous voyez que le programme a compris que les soudures ne se font pas en atelier, mais sur chantier. Et il m'a enlevé une patte à mon portique. Les pièces, évidemment, se sont ajustées. Là où il y avait un poteau PR1, pardon, là où il y avait 2 poteaux PR1, puisqu'il y avait 2 pattes à mon portique, eh bien maintenant je n'en ai plus qu'un seul. Et il s'agirait de refaire la même chose avec cet assemblage pour que le programme comprenne que le treillis est une partie, est un ensemble. Bien, une fois que vous avez géré tous vos plans et que vous les avez créés, il est très fréquent de s'y perdre parce que la quantité de plans qu'il faut générer pour une petite structure comme ça est quand même très conséquente. Donc, vous avez une possibilité ici avec l'onglet Liste de voir tous les plans qu'il faudrait calculer, enfin qu'il faudrait générer. Alors, par exemple, si je veux sur les assemblages, voilà tous les assemblages et leurs différents types.
Et vous pourriez très bien dire, voilà, l'assemblage P1 est terminé. L'assemblage P2, il manque les cotes, par exemple. Et comme ça, vous pourriez avoir une évolution réelle, hein, et ça doit être par ici, assemblage P2, voilà, il manque les cotes, et vous pourriez avoir un listing de l'évolution de votre travail et peu à peu avancer et être certain de ne rien oublier. Donc ça, c'est très, très intéressant. Une fois que vous avez terminé l'ensemble des plans, il s'agit de réaliser une composition. Alors pour cela, vous cliquez sur Composition. Et vous retombez sur le plan, le dernier plan que vous avez travaillé. Alors vous allez me dire, c'est exactement la même chose que tout à l'heure. Sauf que ici, là où je suis en train de vous montrer avec le curseur, vous avez l'ensemble de tous les plans qui ont été générés. Or que tout à l'heure, parce que j'avais choisi un ensemble concret, je ne travaillais que celui-là. Ici, en fait, j'ai tout ce que j'ai généré. Par exemple, j'ai généré celui-là. À mon avis, c'était pour vous montrer l'actualisation de la numérotation. J'ai généré celui-ci qui était le portique à une patte. Celui-ci qui a dû être le poteau qui a été désolidarisé de l'ensemble d'avant. Effectivement, c'est bien lui, puisque maintenant, il ne fait pas partie du même ensemble et le plan a été généré. C'est bien le PR1, c'est un HB avec sa plaque. Parfait. Mais j'ai également l'assemblage que j'ai généré tout à l'heure, avec tout le degré de finition, avec le détail des profilés, soudures, boulons, etc. Bien, une fois que tout ceci, vous avez ici toute la liste, vous pourriez avoir accès à imprimer. Et là, vous pourriez choisir si vous voulez passer en PDF ou si vous voulez le passer en format DWG ou DXF pour travailler après et avoir un format type, par exemple, AutoCAD. Bien. Une fois que tout ceci est fait, vous pourriez, par exemple, parler du métré. Donc ça, c'est un point qui a été rajouté avec la dernière version. Le métré et à obtenir le métré complet, c'est-à-dire je souhaite ici obtenir le métré des pièces, des assemblages, des vis, et donc ici j'aurai l'ensemble, enfin tous les ensembles, les quantités, quelles sont les descriptions, le poids, et par exemple les pièces. Voilà, l'ensemble 1 est constitué de telles pièces, et avoir une description précise, mais aussi résumée. Elle est à la fin, je crois. Voilà. Là, vous avez le métré des vis, le métré des soudures, le métré des ancrages, et dans la même optique, vous pouvez exporter ça au format que vous considérez le plus approprié. Bien, une fois que vous avez fait ça, j'ai presque envie de dire que le travail est complètement terminé, puisque vous êtes parti d'une modélisation qui a consisté à importer un DXF ou un DWG que nous avons fait à l'origine il y a presque une heure, et peu à peu, on a reconstitué la structure en introduisant les barres, on a calculé les assemblages, et on a généré, enfin, on a composé les plans. Bien, un dernier point qui peut être très intéressant, c'est celui de l'exportation. Alors, je peux choisir d'exporter suivant ces deux langages, ces deux formats, qui sont des formats utilisés dans les ateliers de découpe, ou je pourrais générer un IFC. Alors, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais le laisser. Voilà, l'exportation a été réalisée et le programme est, enfin, l'IFC généré est ici. Alors, BIM Vision est un visionneur de BIM qui fait partie du BIM Server Center qui est gratuit. Vous pouvez le télécharger et c'est celui que j'utilise. Alors, le grand avantage ici,
c'est que j'ai exactement ce que j'ai généré avec CP3D et CP-Connect. Lorsque j'ai généré tous ces assemblages, j'ai exactement, mais à la soudure près, exactement ce que j'ai créé. Et par exemple, si je souhaite avoir des renseignements sur ce profilet vert, eh bien, en cliquant dessus, j'ai exactement ce que représente ce profilet. Alors, il est parti un peu en arrière. Alors, c'est très intéressant puisque... Oui, je vais le réouvrir. Voilà. Alors, c'est très intéressant puisque si vous souhaitez présenter une vue en 3D à votre maître d'œuvre ou maître d'ouvrage, eh bien, à partir de là, vous pouvez parler et définir ce qui va ou ce qui ne va pas sur les choix que vous avez décidés. Et pour ma part, la boucle est bouclée puisque nous sommes partis d'une modélisation en DXF et on finit avec un chantier où les plans existent et peuvent être présentés. Donc, je vais revenir à la caméra. Bonjour Véronique, ou Merci, rebonjour. Monsieur Morillas. Excellente présentation. Merci. Merci. Eh bien, voilà. Je crois que nous avons quelques questions qui ont été posées. Oui, alors je vais prendre celle du début, essayer de les prendre par ordre chronologique, si vous avez des questions, d'accord? Ah oui, voilà. Vous les En avez? mettant la soudure, oui, en D'accord. mettant la soudure sur site et que la présentation de l'ensemble est sans le poteau et la soudure, et que la soudure à l'usine montre avec les deux poteaux. J'aimerais savoir la compréhension qu'on doit faire pour le plan transmis s'il faut vérifier avant de commencer l'exécution. Alors je vais relire la question. En mettant la soudure sur site et que la présentation de l'ensemble est sans le poteau, d'accord, et que la soudure à l'usine montre que les deux montre avec les deux poteaux, j'aimerais savoir la compréhension. Alors, je ne comprends pas très bien la question, mais disons que l'ensemble, le programme va considérer un ensemble en fonction de la soudure que vous présentiez. Si vous présentez une soudure sur chantier, l'ensemble n'intégrera pas le poteau. C'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Et s'il y a un changement et que vous touchez la soudure, il va le désolidariser. Et donc, vous aurez, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, un portique qui va perdre une patte et la patte fera partie d'un autre ensemble. C'est comme ça que le programme va comprendre le changement de type de soudure et surtout le lieu d'exécution. Après, bonjour, est-il possible d'enregistrer ce webinaire? Oui, enfin, je pense que Véronique vous expliquera mieux. Je lui laisse la parole. Oui, tout à fait, il est enregistré. Au début de la séance, j'ai mis mon mail pour pouvoir me demander donc l'enregistrement que nous avons fait. Et si vous voulez, je le répète, donc c'est veronica.aloa@cip.com. Effectivement, vous pouvez m'envoyer ce mail pour demander l'enregistrement sans aucun souci. D'accord, j'ai une question. Alors, bonjour, est-il possible d'importer l'assemblage 2 sur l'assemblage 3 et compléter juste la connexion avec le poteau? Oui, oui, il est possible de se constituer une bibliothèque propre. Alors, cette bibliothèque
peut servir à différents ouvrages. Si par exemple demain vous devez calculer un hangar et il se trouve que vous avez une partie en treillis et que vous vous souvenez que vous avez un nœud qui ressemble beaucoup, vous pouvez aller choisir le nœud que vous avez créé et l'utiliser dans un autre ouvrage. Mais même avec ça, il est possible de se constituer une bibliothèque juste pour l'ouvrage que vous êtes en train de travailler et utiliser le travail d'un nœud pour en résoudre un autre. Par exemple, ici, j'aurais très bien pu le faire euh, si j'avais eu le temps, mais bon, l'optique est aussi de présenter le flux de travail, mais j'aurais très bien pu utiliser le travail réalisé pour l'assemblage treillis-poteau pour l'assemblage treillis-poteau qui était à l'opposé, c'est-à-dire à 18 mètres, et utiliser ce travail à travers la bibliothèque. Oui, c'est tout à fait possible. Okay. Alors, est-ce que la nouvelle version CP3D, alors CP3D, d'accord, effectue le calcul de tout type d'assemblage? Alors, bien, en fait, cette question va me permettre un petit peu d'expliquer pourquoi CP3D ne fait pas tous les types d'assemblage et il faut passer à CP Connect. Cela dépend, enfin, il faut comprendre qu'un programme évolue en fonction de son histoire et qu'il y a quelques années, mais je vous parle d'un temps, c'est-à-dire de plus de 15 ans, CP3D était surtout dirigé à des calculs de hangar ou des calculs de poteaux-poutres. Et c'est pour ça que CP avait décidé de résoudre ces assemblages avec une bibliothèque qu'ils allaient peu à peu augmenter. Il se trouve que le succès de ce programme a été tellement grand que cette vision, c'est-à-dire cette façon de travailler, est tout simplement impossible. Le monde de l'acier est tellement riche en ce qui concerne les unions, mais le bois encore plus. Et si vous mélangez les deux, là, c'est exponentiel. Et donc, travailler avec une bibliothèque n'est pas réaliste. Et c'est pour ça que l'idée, petit à petit, a germé d'utiliser CP Connect. Et CP Connect, lui, peut résoudre absolument tous les cas d'assemblage. Il est vrai que les assemblages de CP3D sont parfaits. Ce sont des solutions euh, qui fonctionnent parfaitement. Et si Véronique me permet de reprendre la main, j'avais justement prévu un petit PDF qui montre un hangar. Je peux, Véronique? Oui, oui, tout à fait. Alors, j'espère, si vous ne le voyez pas, vous me le dites. Alors ici, par exemple, vous voyez bien le hangar que je présente? Bien, Oui, un j'imagine PDF. que oui. Exactement, c'est un PDF. Alors, c'est un chantier qui fait partie des exemples de CIP. C'est un hangar. Alors, vous voyez que c'est pas non plus un simple hangar, hein. J'ai plusieurs niveaux. J'ai même un portique intérieur. Voilà son aspect. Et ce chantier a été complètement calculé avec CP3D. Complètement. Là, je n'ai pas eu besoin de passer par CP Connect. Si je veux avoir une main complète et dire ben, finalement ce poteau-là ou cette poutre qui arrive sur le poteau, lui, j'aimerais le boulonner. Bon, là, il faudrait passer sur CP Connect. Mais les solutions des assemblages de CP3D sont de la même noblesse que celles que fournit CP Connect. Exactement les mêmes. Sauf que c'était une façon de travailler différente. On faisait appel à une bibliothèque et c'est cette bibliothèque que je vous ai montré à travers les pages web que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il fait tous les types d'assemblage? Non. Il faut passer par CP Connect. Après. D'accord. Pouvez-vous m'envoyer le mail pour obtenir la vidéo? Ça, c'est plus Véronique. J'ai vraiment aimé votre présentation, merci, mais j'aimerais savoir comment faire pour avoir une maîtrise nette et claire de la maîtrise et compréhension du programme. Il y a
il y a des vidéos qui sont accrochées sur la page web de CIP et qui vous permettent d'avoir, je crois que ça s'appelle guide de démarrage Ressources. et Ressources ressources. d'apprentissage aussi. Donc, les personnes qui souhaitent recevoir ce genre d'informations, écrivez-le sur le mail lorsque vous m'enverrez votre question et je vous enverrai le lien direct qui va vous envoyer vers cette ressource d'apprentissage dans les différentes parties de CIP, CIP Connect et Strubing Steel. Pas de problème. D'accord. Une autre question. Lors de votre importation dans Strobim Steel, tous les profilés n'ont pas été reconnus. Comment cela se gère? Si j'utilise le programme source, c'est-à-dire CP3D, pour alimenter Strobim Steel afin de calculer les assemblages, normalement, tous les profilés sont reconnus. Sinon, je ne pourrais pas travailler l'assemblage. C'est-à-dire, si moi j'ai utilisé un IPE et que lui n'a pas compris que c'est un IPE et qu'il me met un HEB par défaut, c'est pas possible. Je ne pourrais pas travailler cet assemblage. Si cela est votre cas dans un de vos ouvrages que vous calculez, là, je pense qu'il est plus logique de faire appel au service technique parce que normalement, TrueBeam Steel reconnaît tous les profilés qui viennent de CP3D. Là, oui. Si par contre, vous introduisez votre structure à travers Strobing Steel, là, il est vrai, il est possible que tous les profilés ne soient pas répertoriés encore. Et ça va se faire peu à peu avec les différentes versions. Alors, pas forcément les versions annuelles, hein, par la 2023, 2024, 2025, mais vous savez qu'il y a des versions avec des lettres, version 24A, bientôt va sortir la B. Alors, il est possible que peu à peu, vous puissiez voir cette liste augmenter, mais je répète, si vous venez avec les profilés de CIP 3D, normalement, ils sont tous reconnus. Après. Il nous reste que 3 minutes pour répondre aux questions. Donc, les questions qui ne seront pas répondues, envoyez-les par mail, s'il vous plaît. Donc, Monsieur Morias, il vous reste à répondre quelque chose? Peut-être la dernière question à laquelle j'ai accès. Merci beaucoup pour la formation. Est-ce que l'on peut voir ce vidéo? Non, voir ce vidéo en bien détaillé. Alors ça, je pense que Je l'ai mis, Véronique. oui. Oui. Je l'ai écrit, j'ai envoyé mon mail. Tout le monde peut me demander la vidéo. Je vous l'enverrai par mail, effectivement. Alors, quelle différence existe-t-il entre CP Connect et Strubim Steel? Alors, CP Connect est le programme qui va devenir peu à peu la référence pour calculer les assemblages, que ce soit du bois, que ce soit de l'acier ou que ce soit un mélange bois-acier, puisque le moteur de calcul est en élément fini et que là, mathématiquement, il n'y a aucune limite, puisque vous modélisez par une triangularisation et que dans chaque triangle, vous définissez les règles de résistance de matériaux avec des lois qui permettent de garantir une homogénéité de triangle en triangle. Et ça, c'est des maths pures. Donc, c'est vraiment le programme qui va servir à modéliser dans le futur toutes les unions bois-acier. Strobim Steel a intégré CP Connect, mais disons que Strobim Steel va être dans le futur l'éditeur de plans de tout ce qui est bois et acier, puisque là, vous avez la possibilité de personnaliser et de rendre un travail vraiment fini en fonction du temps que vous voulez y dédier. Je ne sais pas si j'ai consommé mes 3 minutes. Eh bien, voilà. Effectivement, nous sommes arrivés à la fin. Monsieur Morias, comme je vous ai dit, vous avez fait une présentation très intéressante. Eh bien, voilà. On vous souhaite à tous une très bonne journée et on vous remercie de votre assistance. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci. Monsieur Morias, au revoir.